sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter un peu partout à travers le monde et de nous regarder à la télévision. Ici en Guinée, vous nous écoutez via nos antennes régionales. Merci au site partenaire et à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Alors, Tamba, on parle de cette autre actualité, manifestation politique. Les forces vives de Guinée suspendent leurs actions. Un activiste retenu à Conakry ce matin, on a appris cette information, notamment Ibrahima Diallo qui a été empêché de voyager. Votre micro. Voilà, Ibrahim Diallo, camarade du FNDC, aujourd'hui membre donc des forces vives de Guinée, tout bonnement, tout fraîchement sorti des géoles de la maison centrale, et donc retenu sur le sol de la Guinée, donc de Conakry, oui, alors qu'il entendait justement participer à un rendez-vous à Niamey, justement. Et on va certainement l'avoir pour avoir. Oui, on va l'appeler dans la deuxième partie si tout va bien. Par le même moment, il y a ce communiqué des forces vives de Guinée qui suspendent pour le mois de juin les prévisions de manifestation en vertu de deux raisons. La première, c'est permettre aux élèves de procéder en toute sérénité aux examens nationaux, qui permettent donc d'éviter d'entamer et éventuellement la qualité des résultats et les performances des élèves lors de ces examens-là. La deuxième préoccupation, c'est de permettre aux pèlerins de s'acquitter, là encore en sérénité, de leurs devoirs, en tout cas ceux qui souhaitent aller à la Mecque. Voici donc deux principales causes pour lesquelles les forces vives de Guinée décident de surseoir à leur manifestation. Je n'en dis pas plus, c'est ce qui a donc été dit. C'est une déclaration qui date d'hier, justement. Et aujourd'hui, c'est ce matin que ça arrive. Ibrahima Diallo, j'imagine que ça va être le cas pour tous les autres. Il lui a été... Sauf qu'il n'y avait pas de notification. Il n'y a pas de notification, mais ce n'est pas une première, Diadia. Et il partait à un sommet sur les restrictions, à Niamey, sur les restrictions des activités civiques. Et en pareille circonstance, on l'empêche de partir. Justement, en fait, c'est une actualité guinéenne aujourd'hui. Il partait pour... Oui, on va en parler d'ailleurs. Voilà. Parce que il partait pour une cause qui le retient aujourd'hui ici. Justement. C'est une actualité, pas que guinéenne, on reviendra certainement sur d'autres. On ira au Sénégal si tout va bien. Aussi, pas que guinéenne. Mais je disais que c'est pas nouveau. Pour des cas comme ça, on ne vous a rien notifié. Arrivé à l'aéroport... C'est pas nouveau, c'est pas normal. Oui, je suis d'accord, mais je présente déjà la situation. Oui. L'antériorité, c'est que on l'a fait par le passé avec plusieurs acteurs. On l'a même dénoncé ici. Vous vous souvenez du cas de Fodé Oussou. Et il a même cru devoir me répondre à ce moment-là. Oui. Parce que je me disais, on ne peut pas arrêter un acteur politique ou de la société civile de cette façon-là, à moins qu'il y ait des éléments qui ne sont pas en notre possession. Et voici une réédition de ce qui s'est passé avec Fodé Oussou. C'est ce qui arrive à notre Ibrahima Diallo. Ce qui est dit, Djadia, d'après ce que nous apprenons, c'est que il va falloir référer désormais à l'autorité avant de savoir si on peut le laisser ou pas. D'ici là, le billet est perdu. Il va falloir peut-être en reprendre un autre si, encore une fois, si tenter qu'on lui concède ce droit de partir peut-être ce soir ou demain ou même jamais. On attendra de voir ce qu'il en est. J'imagine que ses avocats, Maître Béa, vont se préparer à aller à ce nouveau front de guerre. Et ce n'est pas normal, encore une fois, ce n'est pas normal. L'État peut bloquer sur le territoire, mais encore une fois, il faille premièrement avoir des raisons appuyées par la justice. Bien. Deuxièmement, il faille que les concernés que cela le leur soit notifié. Nous reviendrons certainement, Tamba Zakari Milimono, sur cette autre restriction de liberté avec Ibrahima Diallo, le responsable des opérations du FNDC. Nous essaierons de le joindre dans la deuxième partie de l'émission. Dans la même partie, nous irons au Sénégal pour parler de l'actualité et nous parlerons également de ces crises incessantes avec un auteur que nous recevons ici. Il s'agit de Mamadou Diallo. Il sera avec nous dans la deuxième partie. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules.
Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission, votre émission préférée, le talk show qui parle de vous. On n'en a pas fini, on vous le disait à l'entame. Avec 224 objectifs BAC, l'ONG, nous le savons, contribue à l'amélioration des performances scolaires par le déploiement de personnel d'appui pédagogique, mais tout n'est pas dit. En effet, la dernière sortie de son directeur exécutif sur nos antennes n'a pas poli le poil à d'anciens collaborateurs, en particulier pour Cheikh Ahmed Tidiane Traoré, désormais en service au BSD du département de l'enseignement préuniversitaire, dont il suggère qu'il a pu plagier l'objet de son association. Cheikh Ahmed Tidiane Traoré s'en défend ce matin et sera dans ce studio dans un instant. Comment résoudre la crise politique devenue permanente en Guinée? Voici la redoutable question à laquelle Mamadou Diallo s'attaque dans un ouvrage dédié, un essai diagnostique sur les germes de l'instabilité politique en Guinée sur la décennie charnière qui part de 90 à l'aube des années 2000. Mamadou Diallo partage ses questionnements et peut-être aussi ses trouvailles avec les grandes gueules. Il sera notre invité. Et puis Madik Sans Frontières, je ne sais pas si vous vous en rappelez, certainement il sera, si le temps nous le permet, notre invité ou demain vendredi dans le Before GG si tout va bien. Mais on continue avec cette actualité. Roby, on en parlait avant qu'on ne parte à la pause, ces manifestations qui ont été suspendues par les forces vives de Guinée. Un activiste retenu à Conakry, on parlait justement de Ibrahima Diallo. Ce que Tamba a pu dire comme raison de suspension de la manifestation, mais sur la question de la retention, là je ne suis pas d'accord, parce que lors de leur libération, je crois, il leur a jamais été notifié qu'ils ne peuvent pas se déplacer en dehors de la Guinée. Donc oui, je pense que c'est une libération totale qui leur permettait une liberté de mouvement à tout point de vue. Ils ont été libérés sans aucune forme de procédure. Tout le monde a crié sur le fait que la procédure a été biaisée. Oui, il fallait aller au procès avant. Mais le ministre Charles White lui-même, il a reconnu avoir violé la loi dans le cadre de la libération d'Ibrahim Diallo et compagnie. Et donc, à partir de ce moment-là... Il a dit que c'était l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait eu à prendre dans sa vie. Oui, mais ça c'est sa responsabilité de le dire en tant que ministre de la Justice. Je ne me permettrai pas de tels propos. Je pense que c'est un propos qui, ma foi, décrédibilise encore une fois de plus l'appareil judiciaire. Quand vous dites que vous avez piétiné la loi pour prendre une décision parce que tout simplement les pressions sociales et les pressions gouvernementales vous ont permis de prendre une décision la plus difficile selon lui, c'est sa responsabilité. Ce qui reste clair, c'est que Ibrahim Diallo et compagnie ont été libérés. Je pense que Foni Kemenge même, dès après, il a eu l'occasion d'aller se prosterner devant la tombe de sa mère qui était décédée lorsqu'il était en prison. C'est le même mouvement qu'il aurait accordé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut les laisser se mouvoir, aller là où il veut. D'autant plus que Ibrahim Diallo ne partait pas pour une activité subversive. Il part pour une rencontre connue et internationale à laquelle il a été invité. Pour moi, c'était à l'honneur, c'était à tout honneur de la Guinée de laisser ce jeune-là aller à Lomé participer à ce rendez-vous. Qui le mieux pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé, que le principal concerné, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, est en direct, Capsa. Alors, Ibrahim Diallo, bonjour et bienvenue dans les Grandes Gueules. Alors, vous devriez vous devriez donc vous rendre ce matin à 6h du côté de Niamey. Et patatras, vous avez vu, on vous a refusé le vol. Pouvez-vous nous revenir sur les circonstances et nous dire clairement qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, mon vol était prévu ce matin à 6h55. Donc, je me suis rendu à l'aéroport vers 5h40. Et arrivé, j'ai effectué normalement les formalités au niveau de la compagnie et puis au niveau de la douane aussi. Quand je suis arrivé au niveau de la police des frontières, c'est là où un policier est venu, il a pris mon passeport, il a pris d'abord en photo, après il a pris le passeport, il a appelé quelqu'un et après il m'a dit d'attendre, qu'il revienne vers moi. Donc après il est revenu vers moi, il m'a dit qu'il a échangé avec son chef et donc son chef lui a demandé de m'installer au bureau en attendant que lui également il se réfère à ses chefs. Donc ce qui fut fait, je suis allé avec lui au bureau, donc je me suis installé. 30 minutes plus tard, il est revenu vers moi avec mon passeport. Il m'a dit que les chefs disent que vous ne pouvez pas voyager.
Donc, je vous remets votre passeport. Mais le ticket de voyage, je garde avec moi. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, mais est-ce qu'il y a une décision de justice ou une décision d'interdiction que je peux avoir? Elle a dit non, on n'a aucun document avec nous. Donc, c'est le chef qui m'est revenu au téléphone. Le message qu'il m'a dit, c'est ce que je vous ai transmis. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je suis sorti de l'aéroport pour rejoindre mon domicile. Bien. Allez-y, Ibrahim Diallo, dites-nous, c'est vrai, c'est pas une première, mais est-ce qu'on vous a notifié quelque chose pour dire certainement vous avez peut-être un dossier au niveau de la justice? Est-ce qu'il y a eu une notification? Est-ce qu'on vous a dit quelque chose? Les raisons qui ont prévalu un peu à cet empêchement? Non, il n'y a eu aucune notification. Vous avez suivi la procédure qui a entouré notre libération. On a bénéficié d'une liberté simple, sans aucune condition, sans aucune restriction et sans contrôle judiciaire. La preuve est que je suis allé à l'AD la semaine dernière. Je suis revenu librement. Je n'ai pas eu besoin d'aller au parquet pour signer ou bien demander l'accord du parquet avant d'aller à l'intérieur du pays. Et la preuve également est que mon passeport est avec moi. J'ai mon passeport avec moi. Donc, ça veut dire que j'étais libre de mes mouvements. Donc, on ne m'a notifié aucune décision et mes avocats non plus n'ont reçu aucune décision d'interdiction me concernant. Donc, j'étais très surpris qu'on m'interdise de sortir du territoire national de cette manière. Bien, Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC. Allez-y. Alassane Sako. Oui, le micro. Alors Ibrahim, moi je voudrais comprendre l'événement auquel vous devriez participer. C'est à partir de demain, le 2 jusqu'au 4. Est-ce que c'est aujourd'hui vous avez commencé à préparer ce voyage? Puisque ça devrait être un étonnement pour vous qu'on vous arrête à ce niveau. C'est pas nouveau. C'est pas une raison. Non mais je voudrais comprendre. C'est vraiment est-ce pas une que raison. On ne prépare pas un voyage le jour du voyage. Oui, ça, mais il faut être diacanqué pour le passer. Non, je suis en train de le font quand ils vont à Paris. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Je suis en train de peser un peu cette décision des autorités, quoique verbalement, parce que c'est pas écrit, c'est pas quelque chose qui est notifié, pas un document. Il s'est rendu à l'aéroport. Permettez-moi de lui poser la question de savoir est-ce que au préalable c'est quelque chose auquel vous étiez préparé? Non, pas du tout. Du moment où il n'y avait aucune restriction de liberté, sinon je n'allais pas prendre un billet d'avion qui coûte cher et on n'allait pas réserver également l'hôtel à Niamey qui coûte également cher. Donc j'allais faire économie de ce montant-là si au moins on m'avait notifié que j'avais une décision d'interdiction de sortie du territoire, mais là je perds le billet. Et encore, je perds ma réservation. Oui, allez-y, Daouda. Est-ce que, en voyant tout cela, vous ne regrettez pas la façon dont la main levée du contrôle judiciaire est intervenue, puisque vous exigiez quand même un procès pour que vous soyez situé plus libre, vous seriez plus libre si on partait à un procès et que toute la vérité était dite. Vous ne regrettez pas un peu la façon dont les choses ont trouvé solution? Est-ce que finalement, ce n'est pas une contrainte sans contrainte vraiment? Non, pour moi, c'est une décision politique. Tout ça relève de la volonté politique de continuer vraiment à nous utiliser comme un moyen de chantage pour peut-être piéger un peu dans les rapports de force en ce qui concerne la résolution de la crise actuelle. Sinon, vous avez suivi, nous avons réclamé le procès depuis qu'on était en prison. Donc, on a dit à défaut du procès, qu'on nous libère tout simplement sans condition, et je crois que c'est ce qui a été fait. On a été libérés sans condition, absolument rien. Donc, s'il n'y avait pas de condition le jour de la main levée du contrôle judiciaire, aujourd'hui il y a condition. Parce que si on vous empêche de sortir, on est en train de vous opposer maintenant les conditions de votre libération. Mais une condition qui n'obéit à aucun principe. Non, c'est ce que je dis. C'est une condition qui n'est pas légale, c'est illégal. Si alors Ibrahim, de sortir, il faut qu'on vous notifie par décision exprès.
Bien, allez-y Caps. Mais le micro. Mais Ibrahim Diallo, moi je voulais quand même vous entendre sur ce point-là. Lors de la main levée, en vous libérant, est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, même au niveau verbal, on ne vous a par exemple pas dit qu'on vous libérait en attendant votre procès, ce qui sous-entendrait quelque part qu'il y a une forme de restriction sur vos libertés. Je peux même aller plus loin, mon cher Ibrahim. C'est d'indiscrétion que nous avions, c'est même plus une indiscrétion, c'était que les religieux prenaient la garantie d'obtenir votre libération sous condition. Est-ce que ce n'est pas ce qui nourrit la démarche au niveau de l'aéroport aujourd'hui? Non, pas du tout. La contrepartie qui avait été demandée par le gouvernement, que les religieux nous ont passé le message. Vous avez suivi, les avocats avaient fait un communiqué. On avait justement dit qu'on ne peut pas obéir à cette contrepartie qui consiste à nous amener à nous taire et à croiser les bras, à ne pas organiser des manifestations. Et puis, je le dis parce que, si tu permets, mon cher, je le dis parce que vous l'avez certainement suivi. Les religieux ont expliqué par la suite, donc à la suite du communiqué de vos avocats que nous avons eu, que nous avons même partagé, ils ont communiqué pour dire qu'il n'en était rien et qu'ils n'ont jamais demandé à vous de ne plus organiser de manifestations. Mais leur engagement, c'était qu'ils puissent obtenir que vous sortiez, mais que vous puissiez rester sur le territoire. Non, pas du tout. Je crois que si vous pouvez prendre votre micro à un des religieux, que ça ne soit pas quelque chose d'off, qu'il l'annonce publiquement, je crois qu'en ce moment-là, je pourrais apporter une contradiction. Mais ils ont fait une déclaration. Ils ont fait une déclaration. Bon, je n'ai pas suivi cette déclaration, mais ce que je vous dis là, c'est comme ça que c'est passé exactement. Donc, après notre sortie, on a rencontré également les religieux pour continuer, pour échanger là-dessus et les soutenir dans leur démarche de sortie de crise. Alors Ibrahim, vous partiez pour participer à ce sommet sur les restrictions de l'espace civique du côté de Niamey, du côté du Sénégal également. On a Aliou Sané de Y'en a marre qui a été aussi interpellé. Quel regard vous portez aujourd'hui justement sur l'exercice de ces libertés-là sur l'espace civique dans la sous-région? L'espace civique se porte mal aujourd'hui dans la sous-région. Ce n'est pas la Guinée seulement qui est concernée. C'est pourquoi le forum est régional. Donc tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont représentés à ce forum pour échanger, voir dans quelle mesure la société civile africaine peut s'organiser pour un peu faire face à ce rétrécissement de l'espace civique en Afrique. Donc, si vous voyez ce qui se passe au Sénégal avec nos collègues du Y'en a marre, donc, et au Sahel aussi, au Tchad, vous voyez ce qui se passe, entre autres. Donc, du coup, actuellement, au moment où je vous parle, tous nos collègues des autres pays sont au Niger pour participer à ce sommet. Et moi également, je devais être là pour animer une conférence sur l'état des lieux du rétrécissement de l'espace civique en Afrique de l'Ouest et du Centre, en prenant l'exemple sur mon pays, la Guinée. Bien. Allez-y, Guiba Milmono. Oui, justement, Aliou Sané, qui est le coordinateur du mouvement Y'en a marre, qui est arrêté. Vous avez fait un communiqué à l'occasion. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas un débat structurel? C'était l'objectif certainement de Niamey, pour relancer un peu le débat sur la société civile africaine. Aujourd'hui, avec cette espèce de chape de plomb qui s'abat un peu partout sur les activistes, un débat structurel pour réfléchir ensemble sur comment peut-être améliorer les rapports entre la société civile et les pouvoirs publics, mais aussi réexpliquer un peu votre mission à l'opinion publique aujourd'hui, qui est quand même très active politiquement. Oui, effectivement. Avant le forum, il y a eu des chercheurs qui ont fait des études. Donc, les résultats de ces études-là seront présentés lors de ce forum. Ces études font référence à l'état des lieux de la société civile ouest-africaine et du Sahel. En plus de ça, essayer de porter un peu un regard critique sur le fonctionnement de la société civile elle-même, parce que la société civile aussi a des imperfections. Donc, nous sommes amenés à nous parfaire, à adapter également notre lutte aux réalités du moment, au contexte du moment. Donc, l'état de lieu a été fait par rapport à une étude. Donc, l'étude sera présentée à cette occasion et par la suite,
il y a des pouvoirs, les membres des pouvoirs publics qui sont invités à ce forum. Il y a également les Nations Unies, notamment le rapporteur spécial sur des questions de droits de manifestation et de droits d'association qui est également invité. Il y a d'autres institutions internationales qui sont invitées pour aider la société civile vraiment à s'organiser et à faire son autopsie pour pouvoir un peu se lancer dans la dynamique des combats du moment. Ibrahim, moi je voulais avoir cette précision. Vous avez été empêché de voyager, mais est-ce que vous avez mis en branle vos avocats qui pourraient éventuellement voir s'il y a une possibilité pour vous de partir le soir ou demain, s'il y a un arrangement qui se trouve avec les autorités? Est-ce que vous avez mis les avocats en branle? Effectivement, j'ai contacté mes avocats qui sont en train de travailler en ce moment-là pour intenter une action en justice, en citation directe, afin de voir la possibilité du voyage ou alors de savoir au moins qui a donné l'autorisation, qui m'a empêché de voyager. La décision vient d'où? Parce que ce n'est pas une première fois. Je crois que ça a continué plusieurs fois avec d'autres personnalités auparavant. Samba l'a rappelé tout à l'heure avec le docteur Fodéoussou, entre autres. Donc, il est extrêmement important qu'à ce stade-là, que l'opinion sache vraiment qui donne des ordres pour empêcher les gens de voyager. Et quand la police des frontières déclare tout le temps, on appelle le chef, les chefs là sont qui? Qui est ce chef-là? Voilà, c'est ça. Voilà. Pourquoi c'est à ces chefs-là qu'on doit poser la question si un citoyen peut voyager ou pas? Donc c'est extrêmement important. C'est pourquoi les avocats sont en train de travailler pour mettre fin à cette situation, du moins éclairer cette situation. Bien, Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, et Ibrahim Diallo, qu'est-ce que vous répondriez à ce qui pense que si vous sortiez ce matin, c'était pour rejoindre les Koundouno et ne plus revenir comme Koundouno l'est aujourd'hui, c'est le d'Alain Diallo, entre autres? Non, pas du tout. Je crois que on a fait plus de 9 mois en prison et en plus, on demande aujourd'hui qu'on organise notre procès. Je crois que je ne peux pas sortir ici pour aller à un forum et prendre la décision de partir tout seul. Si je devais partir, j'allais le faire quand même informé, mais pas par le biais même d'un forum. Ça, c'est évident, mais j'ai décidé de rester comme mes collègues pour continuer à mener nos luttes citoyennes. Bien, allez-y, Guiba. Oui, Ibrahim Diallo, l'autre question, c'est la suspension des manifestations. Alors, 2 raisons évoquées. La première, c'est lié d'abord au Hadj et la deuxième, c'est par rapport aux examens nationaux qui se profilent à l'horizon. Est-ce que finalement, vous dites qu'il faut aussi, au-delà de ces raisons, s'ouvrir un peu? Est-ce qu'on est en train d'aller vers une conciliation qui peut être quand même propice à un retour autour de la table? Oui, je crois que toutes les options sont possibles. Si nous avons accepté les bons offices proposés par les religieux, c'est parce que tout simplement nous voulons aller à un cadre de dialogue sincère pour trouver une solution à la crise actuelle. Donc je crois que les religieux qui continuent à travailler, ils ont encore du temps pour continuer les bons offices afin de trouver des voies et des moyens pour concilier les positions, afin qu'on se retrouve tous autour d'une même table pour échanger et discuter pour une sortie de crise. Bien, dernière question, Roby. Ibrahim, nous n'allons pas vous avoir sans poser cette question, de savoir comment allez-vous aujourd'hui. En parlant de comment allez-vous, je veux parler de votre état de santé. Vous, Fonike Mengue et le troisième, Bilo, est-ce que vous allez bien du point de vue de la santé? Oui, c'est difficile de dire si on va bien du point de vue de la santé parce qu'on n'a pas fait un check-in d'abord. Donc, mais en l'état, personne... Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire le check-in? Là, dès qu'on est sorti de prison, il y avait des urgences, des priorités. C'était pour aller accompagner notre ami Fonike Mengue pour organiser le sacrifice, la mémoire de sa maman, décédée lorsqu'il était en prison. Et il avait le baptême de son enfant aussi qu'il organisait, moi également.
j'avais à rencontrer les parents à l'intérieur du pays pour les rassurer, afin de revenir à Conakry. Donc, ce sera la prochaine priorité. Bien. Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, Ibrahim. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Bon courage. Alors, on continue le débat ici en studio. Allez-y, Kapsa. On a écouté Ibrahim Diallo. Oui, en effet, on a écouté Ibrahim Diallo. Moi, je vais sur deux pans sur mon intervention. Alors, le premier pan de mon intervention va concerner cette décision de refus de voir Ibrahim Diallo sortir du territoire. C'est aujourd'hui, on peut bien dénoncer la forme, on peut bien dire que la forme n'a pas été respectée parce qu'ils n'ont pas été notifiés à l'avance, mais si on s'attaque au non-respect de la procédure ici, on oublie que la procédure dans son ensemble a été biaisée. Et aujourd'hui, c'est la continuité de tout cela. Donc, pour dire que depuis le départ, on n'a rien dit, personne n'est situé sur la forme ou la nature de leur libération et le flou continue à s'entretenir. Donc, c'est pour dire encore une fois aux autorités qu'on ne peut pas vouloir régler un problème en déplaçant ce même problème-là. Donc, on se retrouve dans un flou total aujourd'hui. Il est important de prendre justement, d'éclaircir les gens sous tout ça. Alors, et également, il faut dire à la police de la frontière, cette façon d'agir, il faut dénoncer ça. Parce que le plus souvent, quand vous arrivez là, ceux de la police de la frontière, eux-mêmes, ils suivent l'actualité. Donc, dès qu'ils voient votre image, ils récupèrent votre passeport. C'est qui ce fameux chef justement, qui empêche les gens de sortir. Et finalement, on les contacte, ils disent non, ne les laissez pas sortir. Et ils viennent vous le dire. Je me demande pourquoi, si vous interdisez à quelqu'un de sortir du territoire, c'est la moindre des choses de lui notifier. Il faut faire cette notification-là. Pour moi, c'est des choses qu'on peut régler et passer par là. Alors, je finis avec en rappelant cette autre chose pour dire qu'encore une fois aujourd'hui, suite au report de ces différentes manifestations, des forces vives, de la suspension de ces manifestations-là en raison du pèlerinage ou de l'organisation des examens, il faut dire qu'après, on est dans les grandes pluies, il faut encore repousser à nouveau et finalement on va. Et l'autre constat qu'il faut amener, il n'y a plus de fermeté dans le discours. On sent qu'il y a de l'apaisement, on commence à comprendre et finalement aller à la guerre. Non, mais justement, c'est pour dire encore une fois que si on comprend ces choses, il faut pacifier les choses, il faut revenir autour de la table, discuter là avec la plus grande sérénité pour qu'on puisse trouver en fin de compte des solutions qui vont avec. Parce qu'en temps normal, tout porte à croire, on l'a vu au temps de Alpha Condé, laissez-moi placer ça, c'est important, qu'à un moment donné, les forces vives, même si c'était entre guillemets, ils avaient cette même stratégie-là, de report en report pour la simple raison qu'ils n'avaient aucune autre possibilité de le faire. Et justement, aujourd'hui, on sent que aujourd'hui les forces vives sont en train de se retrouver dans les mêmes situations. Donc, on cherche des prétextes, des occasions qui sont là pour s'accrocher à ces occasions afin de justifier les reports. Pour moi, la solution aujourd'hui, c'est la table. Revenons autour de la table et arrêtons ces jeux de part. C'est la peur du militaire. Il n'y a pas de gendarmes aujourd'hui, il n'y a pas de policiers. Ce sont des militaires qui maintiennent l'ordre. Donc, il faut dire que ce n'est pas que c'est là de vouloir repousser parce qu'on n'a pas de champ. Madame Miro, c'est important de signaler. Pour clore, c'est important de signaler. Je pense qu'on avait atteint un niveau ces derniers moments de violence. On était obligé d'aller à ça. Absolument. Même si ça n'honore pas le pays, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce que j'ai vu se dérouler dans la rue, il n'y a même pas d'option particulière. Il y aurait des cas de mort. Parce que c'est ça la pratique au sein des manifestations, il y aurait des biens de détruits. Donc des vies humaines détruites ou des biens de détruits. L'État devait arbitrer. Il prend la mesure des militaires, ça ne réglera pas la question. Et moi je le redis arbitrer toujours. Entre qui et qui? L'État devait arbitrer entre les morts et les dégâts. C'est-à-dire maintenir l'ordre. Quel choix faire pour maintenir l'ordre? Parce que là-dessus, il n'y a pas d'option. L'État est obligé de maintenir l'ordre. Comment cela va se faire? Est-ce continuer avec des tueries? Ou est-ce qu'il faut faire recours à la force militaire, à la force armée, pour dissuader ce type de comportement? Parce que je l'ai dit, les gens aiment interpréter les propos d'une certaine façon, mais on a tous observé la nature des manifestations qui n'était pas celle qu'on a l'habitude de voir dans des démocraties régulières. C'était particulièrement violent, et je dis, au stade où on en arrive, il faut une véritable réflexion, aussi bien sur le comportement et la conduite des manifestations, parce qu'il ne suffit pas de les appeler, il faut être devant pour l'organiser. Premier aspect, mais aussi sur la restriction j'ai même pas envie de dire restriction,
sur l'interdiction systématique des manifestations, quelles mesures prendre? Parce qu'on ne peut pas les interdire systématiquement. L'État a besoin d'une voix qui ne lui plaît pas. C'est le sens d'une bonne démocratie. Une voix que tu n'aimes pas, tant que tu l'entends, ça te permet de maintenir les pieds sur terre. Et c'est mon avis. Pour corroborer avec Tamba, moi je veux plutôt analyser un autre pan de la situation. Est-ce que finalement l'installation pendant une très longue durée des gendarmes et des policiers dans des lieux de manifestation qui finalement créent des amitiés entre policiers, gendarmes et manifestants parfois. Est-ce que oui, bien sûr, ils sont dans les quartiers, ils sont là. C'est pas les manifestations, c'est des amis. J'en viens, c'est des amis. Est-ce que cela n'a pas effacé des amis qui s'entretuent? Oui, non, je regarde le côté sociologique en temps de paix, Madame Yoro, par exemple. Mais la ils y question, sont. c'est qui tue. La question, c'est qui tue aussi. L'autre, ce que je veux dire, c'est que est-ce que cette installation sur la durée qui finalement crée des liens entre les deux n'a pas élagué le côté peur de la gendarmerie ou peur des policiers, parce que lorsque les militaires sont dans la rue, on ne voit personne, hein. On voit personne. Non, parce qu'ils ne sont pas encadrés par les mêmes lois. Les autres, c'est des armes conventionnelles. Madame Miro, moi je pense que l'État doit saisir cette opportunité de trêve. C'est pas parce que ça se reporte à chaque fois qu'on doit rester sous sa position. Ils n'ont pas intérêt à abandonner cette position-là, cette opportunité-là que les forces vivent. Ils ne sont pas en rapport de force, encore une fois. Ils ne sont pas en rapport de force. Non, ils ne sont pas en rapport de force. Les forces ne sont peut-être pas égales, mais ils sont en rapport de force. Ils sont en rapport de force. Même si les forces ne sont pas égales. Où est l'État alors? Ils sont en rapport de force. Où est l'État alors qui est censé... C'est l'État que tu vois là-bas, l'armée là-bas. C'est ce que tu vois là. La société civile avec l'État à un moment donné, il y a un rapport de force. On est mal parti. C'est pas l'État là. C'est pour cela qu'on dit que quand l'État est trop fort, il nous écrase. Quand il est faible, nous malheureusement, c'est ce qui se passe. L'État n'est même pas trop fort. Moi, ça, ce que je vois, c'est l'expression de la faiblesse de l'État. Absolument. Les militaires dans la rue, ils pour sont encadrer des manifestations. Posez-vous une question. Quand il y aura manifestation, parce que moi j'ai vu les gendarmes, ils ne viennent pas avec des armes de guerre. Mais les militaires qui sont là sont armés. Donc moi je me pose une seule question, ça n'arrête pas de passer dans ma tête. Quand il y aura manifestation, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une question que l'État doit se poser. Et l'État a aussi ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Lorsqu'il sent que la survie nationale est menacée, il prend ses responsabilités. C'est ce que je disais, Guiba. C'est ce qui est en train de se passer. Mais on a un problème. Mais moi, ce qu'il faut... Dans le cas des manifestations, qu'est-ce qui peut découler de ces responsabilités? Va faire quoi? Dans le cas des manifestations, oui, vu que lui, il a une arme, l'État. C'est parce qu'il y a un échec. Parce qu'aujourd'hui, nous, on parle des conséquences. Et quand on tire, qu'est-ce qui va être fait? C'est parce que quelque part, on n'a pas accepté de part et d'autre de se remettre en cause, surtout l'État, d'accepter de créer un cadre propice à ça. Il faut se remettre en cause. Il faut libérer les manifestations. Premier acte. C'est ça. Deuxième acte. Il faut les encadrer. Deuxième acte. Avant l'encadrement, libérer et encadrer. Mais deuxième acte, il faut dire aux organisateurs que quand on organise une manifestation, on est responsable de la façon dont elle se mène. Elle se déroule. C'est ce que dit d'ailleurs la loi. C'est ça. Si on a pas de problème, chacun est d'accord dessus. On va avancer. Les organisateurs préalablement sont identifiés. Ce que dit la loi, même le code pénal, vous êtes identifiés, 5 personnes, le comité d'organisation. On sait s'il y a problème qui parce que l'armée... Mais hier, il y a eu quand même une rencontre entre les facilitatrices et la primature. Rencontre au cours de laquelle déjà il y a eu des propositions qui ont été faites. Bien. Ils ont demandé un rapport circonstancié sur le recensement général de la population, mais aussi le recensement à vocation administrative. Mais également, ils demandent à ce qu'il y ait un cadre formel. Il faut créer un cadre formel entre le MATD, qui est quand même le département aujourd'hui central, puisqu'on parle de transition, et le comité permanent lié un peu au suivi des recommandations du dialogue politique. Je pense que tout ça peut revenir pour essayer de créer quand même un terreau fertile au dialogue. Bien, vas-y Roby. Sinon après tu vas me faire l'habitude d'être gentil. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce que je voudrais dire, l'armée c'est quand même le dernier recours. Et vous vous souviendrez que sous l'ancien régime, à un moment donné, les jeunes avaient commencé à oser même les militaires. On se souvient de ce militaire qui avait été brûlé du côté du rond-point de Bambeto. Oui, madame Yoro. Il a été agressé. Il a été agressé, mais vraiment. Pas avec le feu. Oui, excusez-moi. Oui, mais il y en a eu plusieurs cas.
Il y en a eu plusieurs cas. À Bambeto, il a été tabassé. Doucement. Oui. Il y a un gendarme qui a été... bon, je vais pas y tuer. Bon, allez, on va pas mettre la psychose dans la cité. Donc, c'est le dernier recours. Et pour moi, si ces gens-là continuent à perdurer dans la rue, il y a cette habitude qui va s'installer entre toujours les jeunes et l'armée. Et finalement, l'État sera complètement affaibli. Je pense qu'il faut voir l'option de retirer l'armée dans les rues. Certes, revenir à la table de dialogue. Mais aussi, il faut vraiment revoir le cas des policiers et des gendarmes dans la gestion des manifestations en Guinée. C'est vraiment le goulot d'étranglement. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cet autre sujet. L'émission se poursuit dans un instant.